voulais d'abord vous dire, mes amis, qu'avec l'équipe nombreuse d'Europa Nova qui, depuis 6 mois, travaille pour lancer cette plateforme continentale de débat d'idées, nous sommes heureux et fiers de vous accueillir. Et tout particulièrement de vous accueillir dans ces lieux qui sont au cœur de l'histoire de la République, de l'histoire européenne, de l'histoire de la Sorbonne, dont je profite de remercier les représentants qui sont ici nombreux. Messieurs les premiers ministres, mesdames, messieurs les ministres, mesdames, messieurs les ambassadeurs, chers amis d'Europa Nova, aujourd'hui, Europa Nova célèbre son 10e anniversaire dans un lieu qui est au cœur de l'imaginaire européen, qui fait partie de la Sorbonne, qui fait partie aussi de notre mémoire collective. Et j'aimerais remercier tout particulièrement Enrico Letta, le président du Conseil des ministres italien, pour avoir, malgré un agenda chargé, accepté de nous faire l'honneur de sa présence exceptionnelle. Je crois qu'il se souvient avoir lancé, il y a 10 ans, à mes côtés, Europa Nova. J'aimerais remercier également le Premier ministre letton, Valdis Dombrovskis, qui est un grand Européen que j'ai rencontré il y a quelques années. Je crois que vous pouvez l'applaudir. Le commissaire européen Michel Barnier, qui est un fidèle ami d'Europa Nova, et puis les membres du gouvernement ici présents. Michel Barnier, voilà. Mais je le cherchais. Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici, qui est là. Et le ministre délégué aux Affaires européennes, Thierry Repentin. Vous pouvez encore les applaudir. Pour les connaître et bien en connaître certains, ce que je peux vous dire, c'est qu'ils ont une conscience aiguë de la nécessité d'un engagement européen fort, mais aussi la conviction, et cela est parfois rare en Europe, qu'il existe un intérêt général européen. Et puis j'aimerais saluer la venue de plus de 60 personnalités de toute l'Europe et d'au-delà qui sont venues pour cet événement et pour célébrer notre anniversaire, mais aussi penser l'Europe du futur, l'Europe du talent, l'Europe de la diversité. Vous pouvez aussi les saluer. Alors nous sommes réunis pour les 10 ans d'Europa Nova. Europa Nova a été lancée par la génération à laquelle j'appartiens, qui est la génération de la crise des années 70, qui est la génération de la chute du mur. Et il y a 10 ans, nous avions une intuition, une ambition et un objectif. L'intuition d'abord, c'est que le monde allait se transformer de manière extrêmement rapide, provoquant de nombreuses crises d'adaptation. Et que cette mutation qui était prévisible constituait pour notre génération un défi, mais aussi une opportunité, celle d'inventer une nouvelle étape de la construction européenne. Notre ambition, elle reste la même aujourd'hui. Apporter notre pierre personnelle et notre pierre collective à l'intérêt général européen. Un intérêt qui ne se résume pas à l'agrégat des intérêts nationaux ou des intérêts particuliers, mais qui soit l'occasion d'un nouvel humanisme civique européen. Je crois que c'est une conviction insuffisamment comprise. Intérêt national et intérêt européen, loin de se concevoir en opposition, doivent se concevoir dans un même élan d'avenir, dans une même dynamique collective. Et c'est la condition pour que l'Europe existe. Et puis troisièmement, notre objectif, et je crois que depuis 10 ans, nous continuons inlassablement à nous mobiliser pour qu'il se mette en place, c'est d'être le lieu de rassemblement, c'est d'être un des lieux majeurs de rassemblement sur ce continent de tous ceux qui veulent bâtir un projet européen renouvelé, qui souhaitent que notre vieux continent soit une terre d'opportunités, une terre d'innovation, un lieu de futur. Voilà notre idée il y a quelques années et nous la gardons pleinement aujourd'hui. Alors depuis, qu'avons-nous fait? Concrètement, pratiquement, nous avons tenté de concrétiser nos idées pour faire avancer le projet européen dans un contexte de crise, avec une ligne directrice,
c'est que l'avenir de l'Europe, c'était des idées, des talents, de l'espace public. D'abord, donc, contribuer à faire émerger des idées nouvelles. Et nos membres ont pu le faire grâce à la vitalité de leurs idées. Ils ont contribué à l'élaboration du traité de Lisbonne, à celle d'Erasmus pour tous, à celle du mécanisme de stabilité financière. Et aujourd'hui, nous sommes au cœur des réflexions visant à proposer différentes options d'avenir au sein d'un groupe de réflexion que nous avons lancé avec d'anciens Sherpas de chefs d'État et de gouvernement qui s'appelle un nouveau pacte pour l'Europe et qui est fondé par les 10 principales fondations européennes. Aujourd'hui et demain, vous aurez l'occasion de rencontrer les membres de ce pacte. Deuxièmement, les hommes et les femmes, en favorisant à l'échelle de ce continent l'émergence d'une nouvelle génération de talents venant de tous horizons professionnels. Ça, c'est le programme de jeunes leaders européens que nous avons lancé avec l'aide de la Commission européenne, que je salue à nouveau, avec l'aide de Dany Cohn-Bendit, de Vera Wieke-Freiberger et d'Alexander Stubb. 40 Under 40, un programme d'avenir pour l'Europe. Enfin, en tentant, à notre manière, de contribuer au débat public. C'est d'abord les États généraux de l'Europe que nous avons lancés avec d'autres partenaires en 2007. Et aujourd'hui, à la veille d'élections européennes capitales pour l'avenir, nous lançons cette première édition de la conférence Europa. Nous voulons en faire une plateforme continentale de débat d'idées en collaborant avec des institutions majeures du monde universitaire européen et de grandes fondations qui apprécient la dynamique collective, l'esprit plurinational, intergénérationnel et pluridisciplinaire que nous portons pour l'Europe. Et j'en profite pour saluer les présidents d'universités européennes qui sont aujourd'hui à nos côtés. Notre défi aujourd'hui est double. D'abord, contribuer à la mise en œuvre de cet espace public européen, et c'est la condition pour qu'une véritable démocratie européenne émerge, et puis permettre à la France et aux Français de reprendre toute leur place au cœur du débat d'idées européen, alors que parfois nos partenaires ont le sentiment que nous sommes en retrait, voire que nous avons déserté ce débat. J'aimerais maintenant préciser rapidement notre ambition et notre méthode qui se fondent sur un principe. Pour préparer l'avenir, nous ne devons pas craindre de regarder la réalité en face. Et la réalité, c'est la désaffection croissante des concitoyens de ce continent pour l'Europe. Alors soyons lucides, elle s'inscrit dans un processus bien plus profond de défiance pour tous les dirigeants politiques, locaux, nationaux, européens, qu'accentue la crise. Mais cette défiance, elle existe partout dans le monde et elle est liée, à mon sens, à la déconnexion croissante entre la sphère politique et la sphère économique et sociale. Et notre ambition, et je suis sûr que c'est celle de Pierre Moscovici et d'Enrico Letta, c'est de reconnecter, de reconstituer ce lien. Dans ce monde en mutation profonde, la tentation naturelle est le repli sur soi, le conservatisme et parfois l'abandon de nos valeurs, mais aussi la montée de l'indifférence. Alors plus que jamais, il nous faut du courage, de l'esprit collectif et un sens de l'histoire pour contrer ces tentations. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui nous rassemble, c'est la conférence Europa. C'est notre désir d'inventer ensemble le futur pour le rendre possible, en mêlant génération, talent, discipline et origine. Et les thèmes de cette conférence sont, à notre sens, les défis de notre civilisation. Premier thème, inventer une nouvelle étape de la démocratie européenne, avec une idée qui me tient à cœur, c'est garder l'esprit que la démocratie est un mouvement dynamique perpétuel qui est fondé sur la création de nouveaux droits et de nouvelles libertés. Le deuxième thème, c'est la réconciliation du politique, de l'économique et du monde digital, en recréant les conditions de confiance et donc de nouveaux territoires de souveraineté politique que seule l'échelle européenne permet aujourd'hui. Le troisième thème, c'est être le moteur de ce que certains appellent la troisième révolution industrielle, qui est fondée sur l'émergence et la convergence de nouvelles technologies clés d'avenir, mais aussi pour lesquelles nous, Européens, avons des atouts majeurs, une masse critique qu'il s'agit de faire jouer en mutualisant notre capacité d'investissement et d'innovation. Le quatrième thème, et je sais que c'est un thème qui est très cher à Enrico Letta, c'est renouer avec la grande tradition culturelle européenne, qui est celle du métissage, de la création,
mais aussi de la liberté de circulation des talents, des idées et des œuvres. Et enfin, notre dernier thème, c'est faire de notre continent ce moteur de paix globale, de progrès, ouvert sur le monde, capable d'inspirer le monde pour le siècle qui vient. Tels sont donc les axes de réflexion de ces 2 jours de conférence. J'aimerais maintenant conclure par 4 réflexions. La première, c'est que si nous voulons maintenir un niveau de croissance minimum dans nos sociétés vieillissantes, nous devrons accueillir en Europe pour les 3 décennies à venir de nouveaux migrants. Aussi, la question que je me pose, c'est ne serait-il pas temps de renverser l'approche que nous avons des migrations ? Plutôt que d'avoir une approche désordonnée et au coup par coup qui trouble nos concitoyens et favorise les extrêmes, ma conviction est que nous devons développer une stratégie européenne durable de régulation, d'attractivité assumée et d'intégration politique, économique et sociale. Cette idée mérite débat. Ma deuxième réflexion, c'est que nous devrions arrêter de faire croire que l'Europe a une stratégie en matière d'innovation, car le budget communautaire des prochaines années n'est pas à la hauteur du défi. Fixons-nous dès lors une véritable priorité, qui est celle d'un investissement massif de l'Union européenne dans les 10 technologies clés qu'elle a identifiées, en utilisant, dans des conditions bien sûr encadrées, notre capacité européenne d'endettement au service de cette cause. Les Américains et les Chinois le font. Pourquoi l'Europe ne serait-elle pas aujourd'hui en mesure de le faire ? C'est une question de priorité, c'est une question d'urgence. Ma troisième réflexion, et c'est une proposition pour la jeunesse, faisons enfin de la mobilité de tous les jeunes en Europe un vrai droit positif de l'Union européenne. Erasmus, même amélioré, reste un privilège pour quelques-uns, alors qu'une mobilité scolaire, professionnelle, universitaire, européenne est un extraordinaire levier d'intégration sociale et professionnelle. C'est aussi le ferment d'une citoyenneté européenne active. Démocratisons cette mobilité, d'autant que le Conseil des ministres de l'Union européenne en a posé toutes les bases dans une décision de novembre 2008. Et puis ma dernière réflexion, mais c'est plutôt une question pour chacun d'entre vous, pour chacun d'entre nous, pensons-nous sérieusement que l'on puisse faire l'Europe sans les Européens ? Moi, je ne le pense pas. Et je vous pose la question, quelle serait votre proposition pour changer la donne européenne ? Voilà, il me semble que les chantiers qui sont devant nous sont passionnants. J'aimerais à nouveau remercier notre invité d'honneur, Enrico Letta, pour sa présence avec nous ce matin. Et j'aimerais me permettre de citer son discours d'investiture. L'Europe, ce n'est pas le passé. L'Europe, c'est le voyage que nous parcourons pour arriver dans le futur. Le port de destination, ce sont les États-Unis d'Europe, et notre navire s'appelle démocratie. Un discours lucide et courageux, un discours que beaucoup d'entre nous aimeraient entendre ici et ailleurs. C'est pour ça que je me réjouis, en présence de Pierre Moscovici, notre ministre de l'économie et des finances, en présence de notre commissaire européen Michel Barnier, en présence du Premier ministre letton Valdis Dombrovskis, de vous écouter dans ce lieu symbolique en français, qui est aussi votre langue, une langue que vous parlez à merveille, sur votre conception des nouvelles frontières du projet européen. Je crois que des nouvelles frontières, tous nos concitoyens en ont besoin pour reprendre confiance à l'avenir et pour réinvestir notre futur. Nous avons tous un désir, c'est de ne plus être des suiveurs et de reprendre à nouveau une forme de leadership, au moins citoyen, démocratique et intellectuel. Merci. Et j'appelle maintenant notre ami Pierre Moscovici. Merci, Monsieur le Président, cher Guillaume Clossat, cher Enrico, chers amis. C'est une grande joie pour moi que d'être avec vous pour ces 10 ans d'Europa Nova, qui a une contribution essentielle pour faire vivre l'espace public européen. D'ailleurs, je le dis au passage, nous avons encore besoin d'Europa Nova pour longtemps, car cette Europe qui, c'est vrai, dans la difficulté à certains égards, j'y reviendrai, a besoin d'activistes, au bon sens du terme,
c'est-à-dire d'hommes et de femmes qui sont susceptibles de défendre des causes et de promouvoir des idées. L'Europe, c'est sûrement le fil directeur de ma vie politique, et il y a occupé suffisamment de place pour que je trouve aujourd'hui sur mon chemin, ici, de nombreux visages familiers, au gré des rencontres et des événements que je salue amicalement. J'ai tout particulièrement plaisir à ouvrir cette conférence aux côtés d'Enrico Letta, que j'ai bien connu dans une vie antérieure, à l'époque où j'étais jeune ministre aux Affaires européennes dans le gouvernement Jospin, et lui encore plus jeune ministre des politiques européennes dans le gouvernement de Massimo D'Alema. Nous avons tous les deux depuis fait du chemin, surtout lui, mais nous avons gardé des engagements communs. Et j'ajoute une amitié personnelle. Nous sommes tous les deux des réformistes à la sensibilité européenne affirmée, et nous voulons tous les deux, dans nos responsabilités politiques du moment, dans l'action publique, impulser le changement en Europe. Le point de vue que je voudrais partager brièvement aujourd'hui avec vous est donc marqué par ces convictions, à la fois progressistes et européennes. D'abord, un diagnostic, vous nous avez appelé, Guillaume, à le faire, un diagnostic lucide. L'Europe est inquiète, pour le moins. Elle doute, et elle doute d'abord d'elle-même. Elle est le premier pôle économique dans le monde. Mais ce qui est vrai, c'est qu'elle n'a pas su suffisamment protéger ses citoyens de la crise, et cela a alimenté une défiance qui se tourne sans doute vers tous les responsables politiques, mais en particulier vers l'Europe. Le poids de l'Europe compte sur la scène internationale, mais sa voix ne porte pas assez. Et elle s'interroge. Elle se demande si elle n'est pas en déclin. Elle exerce une puissante force d'attraction sur ses voisins. Elle s'est élargie. Beaucoup veulent la rejoindre. Mais certains la combattent de l'intérieur. Elle est l'exemple le plus abouti, la réalisation unique et exceptionnelle d'une ambition d'intégration régionale totalement originale, et pourtant, on n'a jamais parlé autant des lignes de fracture qui la parcourent. Et là, nous sommes au cœur d'un certain nombre de paradoxes et de confusions que je ressens très fortement comme ministre de l'économie et des finances. Dans les moments de crise, il est toujours utile, je crois même qu'il est nécessaire, de revenir aux sources, aux fondements, pour y puiser l'inspiration pour le futur. D'où l'Europe est-elle née ? Au fond, telle que nous la connaissons, elle est née d'une interrogation profonde, ontologique même, sur la puissance. L'histoire des nations européennes au XXe siècle, c'est une histoire tragique. C'est celle d'États qui se sont engagés dans une course à la puissance qui a débouché sur des tragédies d'une noirceur inconcevable. C'est aussi celle de nations qui ont toutes apporté des réponses variées, mais dramatiquement conventionnelles, fatales à l'interrogation qu'est-ce que la puissance ? La puissance, telle que les nations seules la définissaient à l'époque, c'était le contrôle de l'espace géographique, la domination militaire, le jeu d'alliances bilatérales, la profondeur des ressources des empires ultramarins. Cette définition-là de la puissance, elle est forcément relative, et j'ajoute qu'elle est forcément conflictuelle. Et tous les recoins sombres, douloureux même, de notre histoire commune nous le rappellent. Et ce sont justement ces recoins sombres et douloureux qui ont définitivement, à mes yeux, décrédibilisé cette conception classique de la puissance. Après la Seconde Guerre mondiale, la question de la puissance, elle était toujours ouverte. Mais cette fois, nourrie par cette histoire tragique, une réponse fondamentalement originale et novatrice a été apportée, dont on ne mesure même pas encore aujourd'hui la portée, les implications. La puissance, si je dois résumer les choses, c'est l'interdépendance. Le fondement de l'idée européenne, pour moi, il est là, dans ce remplacement d'une notion profondément dépassée et délétère de la puissance par une définition prometteuse et porteuse d'espoir de cette puissance. Il y a une statistique que j'aime bien, parce que je la trouve formidablement révélatrice dans sa réalité, dans sa simplicité de ce qu'est l'Europe d'aujourd'hui. Le premier pays client de la France, c'est l'Allemagne, juste devant l'Italie d'ailleurs. Le premier fournisseur de la France, c'est aussi l'Allemagne, là encore avant l'Italie. Et je pourrais multiplier à l'infini les exemples comme celui-ci. La réalité de ces interdépendances, elle est aujourd'hui incontestable. Et j'ajoute que la création de la monnaie unique, de l'euro, n'est pas à mes yeux une étape de plus de cette construction de notre indépendance, elle est l'incarnation la plus absolue de cette vie ensemble dont nous ne pouvons pas nous passer. Avec une conclusion immédiate, c'est ensemble qu'on gagne, c'est ensemble qu'on perd.
Et nous devons gagner ensemble. Quand je dis que cette substitution des définitions de la puissance a été un bouleversement, je le pense vraiment. Je pense même que ça a été un bouleversement tellement profond que certains n'ont pas encore pleinement réalisé ce que cela signifiait pour nous. Peut-être d'ailleurs, pour se rendre compte de ça, faut-il regarder plus loin que l'Europe même, plus loin que la zone euro. Penser à ce que nous sommes aux yeux de l'étranger. Un ministre des Finances, c'est comme un Premier ministre, ça voyage beaucoup. Et je sais que partout où je vais, aux États-Unis, en Suisse, au Canada, à Hong Kong, en Côte d'Ivoire, pour promouvoir l'attractivité de la France, on se demande toujours, alors où en est votre pays? Mais plus encore que ça, on me pose à chaque fois la question de la zone euro. Nous ne pouvons plus penser nos pays européens seuls. Ça n'a pas de sens. Et celui qui fait comme ça, celui qui oppose son pays, sa nation et l'Europe, celui-là n'a pas compris que l'Europe n'est plus aujourd'hui une politique étrangère, mais qu'elle est un prolongement même, une partie intégrante même de ce que nous faisons dans chacun de nos pays. Une fois qu'on a compris la force et les conséquences de ces interdépendances, je dirais que le reste en découle presque tout seul, presque naturellement. Et ça nous impose, en toutes circonstances, de définir l'intérêt commun. C'était un peu le sens de la conviction de Jean Monnet, que j'aime à rappeler, et qui disait « Nous sommes là pour accomplir une œuvre commune, non pour négocier des avantages, mais pour rechercher notre avantage dans l'avantage commun. » Qu'est-ce que c'est que l'intérêt commun? Ce sont des disciplines pour le faire respecter, ce sont des solidarités pour l'incarner et l'exercer effectivement, ce sont enfin des procédures et des institutions pour le définir ensemble. Je voudrais m'arrêter une seconde sur la manière dont les États de la zone euro ont géré la crise et demandons-nous justement si tous les ingrédients que je viens d'évoquer y sont. D'abord, face au choc de la crise en 2008, l'Union européenne a cherché à mettre en place dans l'immédiat, je ne sais pas si vous vous en souvenez, un plan de relance européen pour absorber le choc. C'était une tentative légitime pour exercer cette nécessité de solidarité que je mentionnais, mais en vérité, personne n'en a aujourd'hui la mémoire. Pour une raison simple, c'est que cette relance s'est heurtée à l'absence de moyens financiers et de volonté politique partagée. En revanche, nous avons fait, et nous faisons encore, de grands progrès dans la stabilité financière que nous n'avons retrouvé aujourd'hui qu'à travers des instruments communs. La zone euro, à partir de 2008-2009, a créé des instruments de solidarité inédits qui ont permis une assistance financière aux États les plus vulnérables. Et dans le même temps, je veux la saluer comme telle, la Banque centrale européenne a tiré toutes les conséquences de son mandat pour fournir la liquidité nécessaire au secteur financier, pour lutter contre la fragmentation financière. C'est ce que nous sommes en train de faire. Tu reviens d'un Conseil européen où on a parlé union bancaire. L'union bancaire, c'est terriblement technique, mais c'est en vérité un grand projet politique qui seul peut donner sens à ce qu'est l'euro. Et nous y travaillons avec Michel Barnier, que je soutiens dans sa démarche sur ce sujet. C'est cela que nous faisons. En parallèle, la zone euro s'est attaquée à la réforme de sa gouvernance économique. Elle l'a renforcée progressivement. Elle a constitué des règles, des disciplines, des limites sur les politiques budgétaires nationales, ce qui s'est traduit pour les États, et nous le faisons tous, par un effort énorme de réduction des déficits, à un rythme qui, c'est vrai par ailleurs, a eu des effets récessifs que nous sommes en train d'adapter avec la Commission européenne et entre nous. Nous avons donc aujourd'hui une part de la solution, mais nous n'avons pas tous les ingrédients qui permettent à l'intérêt européen commun de se déployer effectivement. Nous avons les disciplines, ça c'est sûr, avec un encadrement poussé des politiques budgétaires. Nous avons une part de solidarité, mais reconnaissons que notre créativité, et là j'entends vos suggestions finales, Guillaume, notre créativité s'est surtout déployée dans le champ financier, et nous n'avons pas tous les instruments, y compris en politique économique, pour faire reculer le chômage en Europe, qui reste à des niveaux insupportablement élevés, pour accélérer la sortie de crise dans les États qui sont le plus durement touchés. Enfin, et je le dis avec force, nous n'avons pas les bonnes procédures et les bonnes institutions. Je le dis sans acrimonie, mais je le vis aussi quotidiennement face aux différents obstacles que nous avons à surmonter. Personne, dès lors, ne sera surpris des propositions de la France pour prévenir et guérir les crises économiques actuelles et futures, et aussi pour stimuler la croissance en zone euro, parce qu'elles sont en vérité le point d'aboutissement logique du diagnostic que je viens de vous faire partager.
Nous devons tirer les conséquences du fait qu'au sein de l'Union européenne à 28, qui reste notre grand marché intérieur, qui reste aussi notre patrimoine politique commun, et je me suis tant battu pour l'élargissement, pour la réunification de l'Europe, nous l'avons fait ensemble dans les années 90, que je trouve insupportable ceux qui émettent là une forme de nostalgie ou de regret. Il n'y a aucun regret, aucune nostalgie à avoir d'une période où l'Europe était divisée en deux, entre deux blocs qui se faisaient face et qui parfois se combattaient par une guerre qui, pour être froide, n'en était pas néanmoins extrêmement brutale. Mais en même temps, à côté ou au sein de l'Union européenne à 28, la zone euro est une dimension particulière. Et la monnaie unique change radicalement la façon de faire de la politique économique. Et j'ajoute qu'elle doit aussi changer maintenant la façon de faire de la politique tout court. Et donc, la France pense qu'il faut un budget pour la zone euro, qui soit notre première défense commune face au reflux de la croissance. Et à mes yeux, ce budget aurait vocation à financer, par exemple, un financement de l'indemnisation chômage en zone euro. Il permettrait d'exprimer la solidarité entre les États membres de l'euro. Il jouerait un rôle contracyclique en zone euro. En parallèle, je suis convaincu qu'il faut redonner de la lisibilité aux institutions politiques qui sont chargées de la politique économique, chargées donc de la sauvegarde de notre intérêt commun. C'est pourquoi je pense, et je suis moi aussi tourné tout entier vers les élections européennes, que les députés européens qui représentent les citoyens de la zone euro au sein du Parlement européen devraient constituer, c'est une idée que je vous lance, en son sein un comité, une chambre, un comité en tout cas, chargé de co-légiférer sur ces matières qui sont communes en termes d'union monétaire. Je pense aussi à la création d'une sorte de ministre des Finances de la zone euro, pour le dire plus simplement un président permanent et exclusif qui ne ferait que ça de l'Eurogroupe, qui pourrait, par exemple, être également le membre de la Commission européenne chargée des affaires monétaires, et donc un ministre qui puisse défendre, incarner cet intérêt commun, qui garantisse surtout que les décisions soient plus rapides qu'aujourd'hui et davantage à la hauteur des enjeux. Car le temps que nous perdons, les nuits que nous passons dans ces discussions, les hésitations que nous formulons, je pense que c'est tout à fait préjudiciable à la force, à la clarté, à la lisibilité des solutions que nous sommes chargés d'apporter. Je le redis, compléter la zone euro ne veut pas dire que nous nous détournerons de la dimension de l'Union européenne à 28. Je n'ai vraiment pas envie, je crois que ce serait très dangereux, d'oublier cette grande Europe à 28. Je sais qu'elle est bien représentée dans l'assistance et je salue en particulier le Premier ministre letton, qui a tout naturellement notre espace de droit, de liberté, de sécurité, qui a toute sa place pour construire un grand marché domestique pour nos entreprises, une politique commerciale, une politique environnementale, une coopération pour la défense, pour permettre à l'Europe de peser dans son voisinage et sur la scène internationale. Nous avons besoin de lui donner une impulsion décisive dans cette direction. Et là encore, Jean Monnet, et j'en termine par lui, nous a prévenu dès les années 50. Nos pays sont devenus trop petits pour le monde actuel, à l'échelle des moyens techniques modernes, à la mesure de l'Amérique et de la Russie d'aujourd'hui, de la Chine et de l'Inde demain. Nous y sommes. Et l'unité des peuples européens réunis dans les États-Unis d'Europe est le moyen de relever leur niveau de vie et de maintenir la paix. Il faut toute l'audace et toute la force d'Enrico Letta, aujourd'hui, pour, dans un discours d'investiture, proclamer le futur et souhaiter les États-Unis d'Europe. Non pas que cette notion ait disparu, mais qu'elle a sans doute aujourd'hui plus de difficultés à s'incarner. Je dirais, comme membre du gouvernement français, et moi aussi comme fédéraliste reconnu, car il faut assumer ce qu'on est, que notre tâche, en tout cas, reste toujours d'unifier sans cesse davantage les États européens. C'est à cet idéal-là que se dévoue Europa Nova. C'est cela que nous devons faire, parce qu'au fond, l'Europe aujourd'hui, elle a un peu l'invisibilité des évidences. Et notre tâche à nous, c'est de rendre cette évidence plus manifeste, de lui donner un visage, de l'aider à trouver des idées, bref, de la rendre plus forte. Et c'est pourquoi je suis tellement heureux d'être à vos côtés pour ces 10 ans. Je n'ose vous donner rendez-vous dans les 10 années prochaines. Mais à ce moment-là, ce que je souhaite, c'est que vous ayez, que nous ayons pu ensemble contribuer à cette Europe plus forte et plus unie. Je vous remercie.
Monsieur le Président. C'est à vous. Cher Guillaume, chers amis, merci de cette grande opportunité pour moi. C'est quelque chose de très émouvant, je veux dire, mais je vais chercher pendant ce discours d'ouverture d'une conférence avec un programme tellement intéressant que je crains de me perdre quelque chose de très important pendant les 2 jours qui viennent, mais il faudra que je rentre en Italie et donc je vais lire ce que vous allez dire pendant ces 2 jours. Je suis très content naturellement d'être ici, mais je suis très content surtout d'avoir eu la possibilité d'écouter ce que Guillaume vient de dire et ce que Pierre Moscovici a dit maintenant. Je suis très content d'avoir cette opportunité pour dire ce que je pense aujourd'hui de l'Europe. Je suis très content de le faire avec tant d'amis, je salue Michel Barnier, et avec tant d'amis avec lesquels aujourd'hui on est en train de faire l'Europe. Et je commence par dire, Pierre a très bien fait, à souligner le fait que l'Europe à 28, ce n'est pas le problème de l'Europe aujourd'hui. Et je le dis en saluant notre ami, le Premier ministre letton, Dombrovskis, qui sera président de l'Union européenne pendant le premier semestre de 2015, tout de suite après la présidence italienne. Je le dis parce que j'ai vécu avec celui d'hier 3 conseils européens. Je peux vous dire que toute difficulté à l'avancement d'une majeure intégration européenne ne vient pas des pays qui viennent de l'Europe de l'Est. Toute difficulté vient d'entre nous, vieux Européens. Et tout ce que les nouveaux pays qui sont entrés dans l'Union européenne, la Lettonie ici, mais aussi les autres, est en train d'emmener, c'est quelque chose de positif. C'est quelque chose de positif en tant que perspective, le futur, l'espoir, la jeunesse. Et naturellement, c'est aussi une perspective qui met de l'oxygène dans une discussion que dans nos propres pays, nous, les anciens Européens, est une discussion qui est lasse, une discussion dans laquelle ce sont des mauvais sentiments qui sont ceux qui sont au centre de notre discussion. Et alors, puisqu'on est aujourd'hui au 10e anniversaire, Guillaume, et puisque, Pierre, je sais que le gouvernement français a demandé à Jean Pisani-Ferry de faire un exercice sur la France dans 10 ans. Et puisque peut-être je vais faire la même chose en Italie, bien que chez nous, les temps de la politique sont un peu plus raccourcis normalement, mais c'est le beau de l'Italie, hein. On s'amuse toujours. Je vais chercher de faire un exercice ici. Et l'exercice est: comment sera l'Europe dans 10 ans? Comment sera l'Europe dans 10 ans? Et c'est un exercice dans lequel il faut du courage. Il faut y mettre du courage. Parce que si l'on part en faisant l'exercice de se dire, mais quand on était en 83, en 93, en 2003, et on s'est dit à ce temps-là, comment serait l'Europe dans 10 ans? Je pense qu'on pouvait avoir des idées. En 83, si on disait comment sera l'Europe dans 10 ans, on aurait dit ce sera l'Europe des 4 libertés. Parce qu'on était en train de voir le projet de Jacques Delors sur les 4 libertés. On aurait dit l'Europe de 92. On se rappelle, on étudiait à l'école, à l'université, mais c'était un grand projet, l'espace de liberté, les 4 grandes libertés, la possibilité de vivre dans un espace de liberté. C'était un grand projet en 83. Et si l'on pense à 93, peut-être encore plus, si on se disait en 93, quelle sera l'Europe dans 10 ans? On aurait dit, ce sera l'Europe de la monnaie unie, de la monnaie unique, de
l'Union économique et monétaire. On venait de signer Maastricht, et là-bas, il y avait tout le timetable pour arriver jusqu'où on est arrivé. La monnaie unique. Avoir dans nos poches le sens concret, réel, de ce qui veut dire être dans le même continent et dans le même pays. Et si, en 2003, on aurait dit « Que sera l'Europe dans 10 ans ?» c'est-à-dire aujourd'hui, on aurait dit l'Europe des 28. On aurait dit l'Europe des 28, c'est-à-dire une Europe qui fait à la fin la paix entre les deux Europes et qui fait ainsi qu'aujourd'hui, que nous sommes ici, que nous parlons d'Europe, l'Europe est présidée pendant ce semestre-ci, comme elle sera présidée par le Premier ministre Dombrovskis dans 1 an et demi, elle est présidée par un pays qui, il y a 20 ans, il y a 25 ans, était Union soviétique. Parce qu'aujourd'hui, c'est Lituanie qui préside l'Europe. Et Lituanie était Union soviétique. Quand on pense à ça, on pense au trajet de l'histoire qu'on a fait, qu'on a accompli. Et donc, en 2003, on aurait pensé à une Europe, l'Europe des 28, qui fait faire la paix à une Europe dans le sens où l'Europe avait été la division du monde. Parce que la division entre nous en Europe, après la guerre, c'était la grande division du monde. Et donc, là aussi, l'histoire. Mais aujourd'hui, en 2013, quand on dit « Que sera l'Europe dans 10 ans ?» on comprend tous le sens de notre grande difficulté et le sens du fait que, ou bien il y a un sursaut de courage politique, culturel, ou bien ce sera la catastrophe en Europe. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas en condition de dire quelle est l'idée partagée d'Europe de 2023 qu'au contraire, on avait en 83, 93, 2003. Ça, c'est le point. Et donc, c'est bien qu'on soit ici, Guillaume, et c'est bien que à Paris, à la Sorbonne, en 2 jours, on soit en condition de parler de ça. Et de faire ainsi que les dirigeants politiques, les médias, l'opinion publique s'interrogent sur ce grand et décisif point. Que sera l'Europe dans 10 ans ? Et il faut le dire, et il faut bâtir une idée, une perspective d'Europe dans 10 ans. Parce que, si je dois dire aujourd'hui, quelle pourrait être l'Europe dans 10 ans ? Il ne me vient que des choses négatives. L'Europe dans 10 ans pourrait être une Europe sans Grande-Bretagne, par exemple. On est complètement superficiel sur ce sujet-là. Je pense que ce serait une Europe pire, une Europe sans Grande-Bretagne. L'Europe dans 10 ans pourrait être une Europe dans laquelle la Commission est un espèce de secrétariat général du Conseil, Michel. Parce que il y a quelqu'un qui pense que la Commission doit exécuter ce que le Conseil décide, comme un secrétariat général. Bon, on n'est pas d'accord, naturellement, mais c'est un peu le... Si on pense à l'Europe dans 10 ans, qui autre pourrait faire partie de l'Europe dans 10 ans ? Cette capacité d'attraction s'est arrêtée peut-être. Alors c'est là qu'il faut le courage aujourd'hui de se dire quelle est la situation dans le début d'une grande campagne électorale pour les élections européennes, dans laquelle, campagne électorale, le grand sujet, je pense, et si je vois à la France, je vois un débat qui est exactement le même que chez nous en Italie, le grand sujet sera l'Europe des peuples contre l'Europe du populisme. Et ce grand sujet, ce grand débat public doit être un grand débat public dans lequel ceux d'entre nous qui veulent l'Europe des peuples ne doivent pas se cacher. Parce qu'on s'est trop caché pendant ces dernières années. Et il faut le dire d'une grande force,
l'Europe n'est pas la cause de la crise. Parce qu'aujourd'hui, il est très facile d'arriver aux élections européennes et de dire, bon, le chômage augmente, la difficulté économique, tout ça c'est à cause de l'Europe. Ce n'est pas ça. Il faut avoir le courage de dire que tout ça c'est à cause du manque d'Europe. Parce qu'on a eu la crise économique et des finances la plus grande, et on a eu une grande crise par rapport aux États-Unis. La crise et le virus venaient des États-Unis en 2007, mais là, ils ont eu la possibilité de résoudre facilement parce qu'ils ont des institutions qui fonctionnent. Chez nous, on a dû attendre 27, je répète le numéro, 27 conseils européens pour arriver à la phrase fameuse qui a résolu la crise. La phrase de Mario Draghi, « Whatever it takes ». Mais on a dû attendre 27 conseils européens. Et pendant ces 27 conseils européens, on a gaspillé de l'argent, un tas d'argent, parce qu'on n'était pas en condition de faire face à la crise avec des instruments qui étaient les instruments qu'il était nécessaire, instruments politiques, de discussion politique et de décision politique. Et donc voilà. Et on doit faire face aujourd'hui à des phénomènes absolument nouveaux, en ayant des institutions politiques qui ne sont pas à la hauteur, Hier, ça a été positif. Je pense que c'est un pas en avant. Et je dois remercier Pierre, la France, le gouvernement français, parce qu'il a été à nos côtés dans le but de mettre le sujet migration, le drame de la Méditerranée, la tragédie de Lampedusa au centre de notre discussion. Pensez-vous que serait-ce un conseil des chefs d'État et de gouvernement qui se trouve 3 semaines après la tragédie dans laquelle le plus grand désastre maritime s'est passé dans la Méditerranée sans parler de ça, ou en parlant de ça simplement avec deux lignes bureaucratiques comme ça pouvait être le cas. Non, ça a été une discussion importante. On a pris des décisions et on a pris des décisions qu'il faut mettre en place maintenant pour éviter que ça se répète et pour faire ainsi que ce nouveau phénomène, ce n'est pas un phénomène qui va terminer avec le mauvais temps. J'ai dit ça très clairement hier au Conseil européen. Ne pensez pas qu'avec l'arrivée de l'hiver, la chose va changer. Ce n'est pas ça, parce que si les gens fuient d'États qui ont fait faillite, États où il n'y a pas de démocratie, États où il y a la persécution, le terrorisme, les gens vont fuir, soit qu'il y a le beau temps, soit qu'il y a le mauvais temps. Et les tragédies vont se répéter. Avant-hier, nos navires ont sauvé 800 personnes qui étaient en train de mourir à nouveau comme il s'est passé la nuit entre le 2 et le 3 d'octobre. Et alors, les prochaines élections européennes, c'est le grand risque de cette confrontation entre l'Europe des peuples et l'Europe du populisme. Mais ce que je vois, c'est que les partisans de l'Europe des populismes, ils sont là, ils sont acharnés, ils font la bataille. Et nous, non. Nous, on est là, timides. Et c'est impossible de faire une grande bataille européenne, une grande bataille politique et culturelle en étant timide. Et alors, il faut le dire, qu'on a pris l'Europe comme le bouc émissaire de la crise. Et il faut dire que ce n'est pas correct. C'est le manque d'Europe, la cause de la crise. Ce n'est pas l'Europe. Parce que maintenant, on sait qu'on peut entrer dans une législature européenne qui va partir avec le mois de mai, avec les élections européennes, dans laquelle on peut être en condition de faire ainsi que ce soit la législature européenne de la croissance. Et nous laisser derrière nos épaules la législature européenne de l'austérité. Et je veux être très clair. Quand je parle de croissance, je parle d'une croissance sérieuse, c'est-à-dire basée sur des budgets sérieux. Mon pays, l'Italie, est un pays qui
je sais que je vais dire quelque chose de très impopulaire chez nous, très impopulaire. Mais je pense quelquefois quelle aurait été la situation du budget public italien pendant cette crise sans l'Europe. La poussée de tous les parts politiques, sociaux, des milieux économiques à faire de la nouvelle dette aurait été la solution la plus facile que tout le monde aurait demandé. Je le dis très franchement, tout le monde la demande. Mais j'ai la possibilité de dire non. Et naturellement, si je n'avais pas l'écu communautaire en m'aidant à dire non, non à de nouvelles dettes, je serais complètement basculé, je serais complètement... J'ai cet écu communautaire, donc j'ai la possibilité de dire non à de nouvelles dettes. Et j'ai la possibilité de dire qu'aujourd'hui, l'Italie est un pays qui, avec les choix qu'on est en train de faire, avec la loi de budget qu'on a passée au Conseil des ministres et qui est en train d'être discutée au Parlement, l'année prochaine, l'Italie est un pays qui se présente au semestre de présidence européenne, qui sera un semestre important parce que ce sera le premier semestre de la nouvelle législature et donc un semestre qui doit partir avec cette idée européiste, qui doit partir avec cette idée de croissance. L'Italie peut se présenter avec ce budget, avec la dette publique qui, pour la première fois après 5 ans, l'année prochaine, va descendre. Le déficit qui va passer du 3% cette année à 2,5% l'année prochaine, avec donc un avance primaire. Les dépenses publiques primaires qui vont pour la première fois descendre, la pression fiscale sur les familles et les entreprises qui va pour la première fois descendre, et la croissance qui va redevenir chez nous quelque chose de sérieux. Tout ça est possible parce qu'on a eu des règles, et ces règles-là nous ont obligés à ne plus faire de la dette. Et on est dans une situation de grande difficulté dans un pays comme le mien, avec cette grande dette sur nos épaules, parce que dans les années 80, il n'y avait pas l'Europe de Maastricht. Ça, je dois le dire très franchement. Parce que dans les crises des années 70 et 80, on n'avait pas Maastricht et donc on faisait de la dette pour résoudre les crises. Et ça, je le dis très franchement parce que le futur doit être un futur d'une Europe plus concrète, qui soit en condition de parler aux citoyens. Hier, par exemple, mais malheureusement, vous n'allez pas trouver ce que je vais vous dire maintenant dans les journaux, parce que les journaux sont pleins d'autres discussions sur le Conseil européen, mais hier, on a décidé quelque chose qui est très important pour les citoyens européens. On a décidé le passage pour éliminer les 28 marchés européens des télécommunications. C'est incroyablement important pour la compétitivité de l'Europe. Si aujourd'hui, nous savons très bien que si un citoyen de Sanremo veut faire du lien en web ou un coup de fil à un citoyen de Nice, et ils sont à 10 km de distance, Sanremo et Nice, à 20 km de distance, ce citoyen-là paie 50 fois plus de ce que le citoyen de Sanremo paie pour envoyer un mail à Palermo. Est-ce que ça a un sens, ça? Évidemment non. On passe la frontière et c'est tout de suite le SMS qui nous dit c'est le roaming, vous allez payer ça et ça et ça. Mais ça, c'est l'Europe. Et on se dit, mais pourquoi on n'est pas compétitif avec les Chinois, les Japonais, les États-Unis? C'est très clair. En Europe, on a dans ce domaine-là 100 opérateurs, parce que chaque pays a 4, 5 opérateurs. Aux États-Unis et en Chine, ils en ont 4 ou 3. Je ne veux pas qu'on ait 3 opérateurs en Europe. Michel, la Commission serait très... Parce que la concurrence et tout ça. Mais
on peut avoir on peut être dans le milieu. On peut arriver à avoir 10, 12, 15 opérateurs qui soient en condition d'avoir la dimension suffisante pour être compétitifs et pour faire la compétition et pour faire baisser les coûts de nous, consommateurs européens, et pour faire ainsi qu'on puisse payer moins. Je pense que là aussi, il y a quelque chose pour parler aux jeunes. Parce que je pense qu'être concret dans tout ça, le Conseil européen de juin a pris des décisions importantes sur la garantie pour les jeunes. Le 12 novembre, on va être ici à nouveau à Paris, parce que sous l'invitation du gouvernement français et du gouvernement allemand, on va être ici pour discuter des jeunes et des mesures européennes contre les problèmes du travail pour les jeunes. Et ce sera important et décisif que l'Europe parle aux jeunes. Et surtout, permettez-moi de le dire, parce que je ne veux pas passer pour un défenseur de l'Europe comme elle est, absolument pas, que l'Europe cesse de parler par acronyme. Si j'étais dictateur de l'Europe pour une demi-heure, je ferais passer un édit, une loi, un décret qui dit que les acronymes sont bannés, sont hors de l'Europe. On ne parle plus par acronyme. On se perd nous-mêmes. On se perd. Je ne sais pas si mon collègue Dombrovskis est plus avancé que moi. Moi, je me perds. Je suis sûr que Pierre sait tout, mais moi, je me perds. Michel sûrement connaît tous les acronymes. Mais c'est insupportable, c'est intolérable. Si on parle des acronymes aux citoyens européens, après 10 secondes, ils se perdent. Justement, il faut parler des choses avec le nom. Il faut appeler les choses avec le nom. Les choses doivent avoir pour être compréhensibles. Et continuer à parler par acronyme, c'est la meilleure des façons pour donner aux populistes qui envahissent nos télévisions, nos émissions télévisives, leur force. Et alors, je pense que nous sommes là, et je vais conclure en disant que moi, je me suis formé à une idée européiste que je maintiens dans mon cœur. C'est l'idée de l'Europe qui était fixée dans l'image, la plus forte des images du siècle qui est passée, l'image de Mitterrand et Kohl, main dans la main au cimetière de Verdun. Ça, c'est la plus grande des images. L'Europe qui a fait la paix là où des millions de Français, Allemands sont morts pour des kilomètres de terrain dans lesquels aujourd'hui on passe sans même pas comprendre qu'on a passé la frontière entre France et Allemagne dans l'Alsace que j'aime dès mon enfance. Et aujourd'hui, évidemment, il faut comprendre que cette image n'est plus suffisante. Je dois le dire, elle n'est plus suffisante. Parce qu'aujourd'hui, il faut faire passer une autre image. Et c'est ce qu'il faut faire pour le futur. Moi aussi, je souligne les décisions qu'on doit prendre. Il faut avoir les 18 pays 18 parce qu'on va avoir Lettonie, à janvier, qui sera le 18e, les 18 pays qui ont l'euro. Il faut avoir des institutions au niveau des 18. On ne peut pas avoir seulement la Banque centrale européenne, parce qu'on va obliger la Banque centrale européenne à se prendre des tâches qui ne sont pas les siennes, des tâches politiques. Et il ne faut pas exagérer. On ne ferait pas le bien de la Banque centrale européenne à lui donner des tâches qui ne sont pas les siennes. Donc il faut avoir des institutions à 18, fortes, qui soient en condition de faire ainsi que cette idée du budget de la zone euro prenne place, et de faire ainsi qu'il y ait naturellement une politique économique des 18, qui soit en condition de marcher, que nous sommes en condition de décider entre nous, les 18, de se contrôler entre nous, mais surtout de faire des choses positives entre nous.
Et ça, c'est, je pense, la chose la plus importante. Mais naturellement, tout ça est possible seulement si l'on passe de cette idée de législature de l'austérité à cette idée de législature de la croissance, du 2014 à 2019. Et on peut le faire seulement si l'on pense sérieusement que le futur de nos pays européens sera un grand futur dans le monde si on est unis. Si on reste tout seul, chacun d'entre nous ne sera plus en condition d'exercer son rôle de leader dans le monde qu'on a exercé tous les pays européens, quelques-uns plus, quelques-uns moins, la France surtout plus, dans le siècle dernier, et qui est un rôle qui ne sera pas le même dans le siècle qui vient, avec naturellement la croissance des BRICS et tout le reste du monde, et tout ça, il faut le comprendre et il faut l'expliquer. Il faut expliquer que seulement si nous sommes unis, forts et en condition de comprendre qu'en France et en Italie et en Allemagne et dans les pays de l'Est, on partage les mêmes valeurs. On a une idée qui est la même, l'idée du droit de l'homme, de la démocratie substantielle, du droit du paysage, de la beauté, du droit de la culture. On a des idées qui sont les mêmes. Mais il faut ces idées faire ainsi qu'elles soient fortes dans le monde. Si on est tous divisés entre nous, ces idées ne seront plus les idées fortes qui soient en condition d'être influentes dans le monde. En bref, je veux que ce siècle-là soit encore le siècle dans lequel l'Europe est importante dans le monde. Mais l'Europe peut être importante dans le monde seulement si l'Europe sera unie. Merci.